parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Recherche scientifique, un naufrage mondial aux éditions Guy Trédaniel. C'est le livre et l'enquête coécrite par le physicien Jean-Pierre Petit et le journaliste Jean-Claude Bourret. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourret, recherche scientifique, un naufrage mondial. Alors dis donc, on va essayer de sauver, je ne sais pas si on est dans les 40, le déluge et les 40 jours. Jean-Pierre Petit, d'abord, je tenais à vous saluer parce qu'il me souvient d'une émission que nous avions faite ensemble il y a 30 ans, quand j'étais sur France 3 et que j'animais une émission qui s'appelait, que je produisais aussi, qui s'appelait Français si vous parliez, et vous étiez venu après 2 livres chez Albin Michel nous parler des humites et des habitants d'outre univers ou d'outre monde. Vous vous en rappelez peut-être? Oui. Oui. Attendez, on vous entend pas très bien, Jean-Pierre Petit, il faut se rapprocher peut-être. Je suis sur le micro, là, est-ce que ça marche? Voilà, ça marche très bien. Bon, ben d'accord, je vais garder le truc. Voilà, c'est pas oui, gardez-le comme ça avec vous. Alors, je suis ravi de vous accueillir ainsi que Jean-Claude Bourret, notre ami journaliste et qui a écrit ô combien de bouquins, notamment aussi sur les ovnis, Jean-Claude. Et effectivement, alors ce livre, Recherche scientifique, un naufrage mondial, vous dites, et c'est vrai, vous avez été depuis très longtemps, vous étiez chercheur au CNRS pendant longtemps, Jean-Pierre Petit, et vous continuez, vous persistez, vous signez dans tout ce qui est cosmologie, astrophysique et physique théorique, et c'est un livre, je le dis, qu'il n'est pas facile à lire, mais qui est passionnant parce que justement il explore les frontières. Et vous avez toujours été, ou en tout cas depuis très longtemps, hors passage clouté. Et ça vous a valu quelques déboires, Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, pardon. Oui. Écoutez, dans ce livre-là, j'ai essayé de faire un petit peu le point sur la science actuelle. Quand je parle de la science, c'est la science théorique. Parce qu'au point de vue expérimental, etc., on fait des tas de choses formidables. Mais sur le plan de la théorie a connu un essor fantastique entre 1890, à l'époque où on découvre la radioactivité, et puis 1970. Oui, écoutez, excusez-moi, je vais vous interrompre. Jean-Pierre Petit, il faudrait que vous preniez votre téléphone, mais je ne vois pas parce que là, le son est pas bon. Excusez-moi, mais on a... Est-ce que vous avez votre téléphone par hasard? Faudrait l'appeler sur le téléphone, je vais en parler avec Jean. Ah, il est au téléphone. Alors, il faudrait que vous mettiez votre téléphone vraiment près de vous et que sinon, ça fait hacher, c'est un problème. Alors, allez-y. Alors, reprenons sur la science théorique. Vous disiez qu'effectivement, c'est pas l'expérience, c'est la théorie. C'est bien ça? Voilà, c'est sur le plan de la physique théorique, voilà. De la cosmologie, de l'astrophysique théorique. Oui. Là, c'est formidable entre 1890 et 1970. Et à partir de 1870, tout s'arrête. Tout s'arrête, c'est-à-dire que les théoriciens prévoient des particules qu'on n'observe pas, et puis les modèles cosmologiques, comme le modèle d'Einstein et de Friedman, ne marchent plus. On est obligé de rajouter de la matière sombre, de l'énergie noire, des inflatons, etc. Et le public ne se rend pas compte à quel point, depuis 50 ans, rien n'est apparu de nouveau. Donc, avec Jean-Claude, on a fait le bilan de tout ça dans un livre en expliquant ça par le menu. Alors pourquoi? Alors quand même une question, pourquoi rien n'est apparu de nouveau depuis 50 ans? Justement, je me suis posé la question et je crois qu'il y a un virage mathématique qu'on n'a pas pris. Ce virage, c'est la géométrie, c'est la cosmologie. C'est le fait que l'univers avait une structure géométrique beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, quoi. Ouais. Donc là, ce virage n'a pas été pris et si on ne fait pas ça, ça ne marche plus. Alors vous avez par exemple un objet pour lequel je suis très critique, c'est le trou noir, auquel tout le monde s'accroche. Et dans ce livre, on montre aussi que ce modèle ne tient pas le coup. Donc il y a autre chose, et cette autre chose, c'est ce que j'ai essayé, ce que nous avons essayé de construire depuis 30 ans, c'est le modèle Janus. Et le modèle Janus, il se fonde sur une chose, c'est que l'univers, à ce moment-là, a 2 faces, comme le dieu Janus. Il a un endroit, il y a comme le Janus bifront, c'est ça.
Voilà, comme Janus Buffon. Alors, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'il y a certains auteurs, comme par exemple Turok, un Canadien, je crois, qui commencent à envisager ça, c'est-à-dire à envisager que l'univers puisse avoir une sorte de jumeau. Tandis que moi, je les ai repliés tous les deux ensemble, et ils dialoguent, etc. Alors, quand même, ce qui est important, c'est que quand on crée des modèles théoriques, la seule chose qui compte, c'est les confirmations observationnelles. Oui. Là, moi, j'en ai dénombré 17. Vous voyez, ça explique pas mal de choses. On ne va pas se rentrer dans le détail, les gens trouveront ça dans le livre, mais ça mériterait examen. Et alors là où ça ne colle pas, c'est que depuis 8 ans, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes de... les portes des institutions, les portes de la recherche, quelles portes? Des laboratoires, etc. Tout est fermé. Moi, j'écris des lettres, personne ne me répond, quoi. Depuis 8 années. Hein, Voilà. Alors, moi, je pense que la science devrait... Jean-Pierre Petit, est-ce que vous ne croyez pas qu'aussi le fait, et alors on va en discuter, vous dites justement vous-même, vous dites quelquefois j'en ai marre des sourires, enfin j'en ai marre, non, j'observe des sourires amusés ou des sourires imbéciles, je ne sais pas, on va pas avoir des sourires amusés ni imbéciles, j'espère, mais est-ce que le fait, et vous en parlez puisque vous persistez, vous signez, vous avez dit, vous savez, on en avait parlé avec les humites, avec les habitants de, voilà, les objets volants non identifiés et leurs habitants. Vous dites aussi dans ce livre, ils nous regardent, ils nous observent, ils sont infiniment supérieurs à nous, ils pourraient effectivement nous écraser d'un revers de main, mais effectivement ils ne le font pas et c'est à nous de nous retrouver. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est peut-être avec ça, moi je ne prends pas parti, mais peut-être des déclarations comme celle-là, avec ce que vous avez d'ailleurs dit et depuis longtemps dans des livres, est-ce que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui dit oui mais attendez, c'est pas prouvé, c'est très joli, ces histoires d'hommes du mythe et de petits hommes verts ou pas, mais enfin rien n'est prouvé, et donc Jean-Pierre Petit, on l'apprécie, mais comment voulez-vous qu'on le suive? Mais, Monsieur Berkoff, je veux dire qu'il faut sortir du monde de la croyance. Les gens peuvent avoir des croyances comme quoi nous sommes visités, comme quoi nous ne sommes pas visités. Mais là, on se situe dans le domaine de la science, je dirais même des mathématiques. Vous savez, c'est comme une partie d'échecs. Moi, je suis comme un joueur d'échecs qui n'arrive pas à rentrer dans un club pour faire une partie avec les membres du club. C'est quand même pas normal, vous voyez. Oui. Mais alors, justement, alors vous dites que, et on va en parler tout de suite après les informations, parce que vous dites que vous pensez les croyants, et vous dites que vous, c'est la science et pas la croyance. On va en parler tout de suite après les informations avec Jean-Claude Bourret. Et c'est un sujet qui anime le monde depuis 3000 ans, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas nous appeler au 0856 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors Jean-Claude Bourret, on est content de l'avoir avec nous sur le plateau, et nous avons aussi Jean-Pierre Petit, bien sûr, le scientifique. Vous, Jean-Claude Bourret, je ne vais pas vous présenter, hein. France Inter, France 3, TF1, la 5, RMC, mais aussi le Jean-Claude Bourret écrivain, le Jean-Claude Bourret essayiste, et vous avez vous-même écrit plusieurs livres sur les ovnis, puis vous avez écrit d'autres livres avec Jean-Pierre Petit, mais dites-moi justement, reparlons de ceci. Alors, ce livre était pour dire, là on a bien compris Jean-Pierre Petit qui dit voilà, actuellement il y a un certain nombre de thèses que j'avance avec mes collaborateurs, il y a un certain nombre de thèses qui sont voilà sur le monde, sur l'univers, sur Janus par rapport au trou noir, etc. Et je lui ai dit, vous l'avez entendu bien sûr, je lui ai dit mais écoutez, reparlons un peu de ces hommes, de ces humites ou de ces gens un peu surnaturels, qui ne sont pas en tout cas de notre monde à nous, et qui ont un pouvoir formidable. Et Jean-Pierre Petit me répond oui, mais écoutez, il y a les croyants d'un côté et les autres de l'autre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une croyance, Jean-Claude Bourret? Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser aux objets volants non identifiés, j'y connaissais évidemment rien, j'étais rédacteur en chef de France Inter, et c'était en 1973. D'accord. J'ai découvert le dossier. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit.
Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, l'actualité, c'est est-ce qu'on va recevoir une bombe atomique sur la figure de la part des Russes? La Covid-19, est-ce qu'elle va reprendre à la rentrée? Et puis, est-ce que le Premier ministre femme va nous permettre d'avoir un niveau de vie supérieur à celui que nous avons actuellement? Mais quand on lève les yeux vers le ciel, on comprend quelle est l'importance du problème. Et je vais vous la faire courte, comme on dit chez les joueurs de boules. Eh bien... jusqu'en 1995, c'est-à-dire hier, il y a un peu plus de 20 ans, jusqu'en 1995, imaginez-vous que quand on faisait un débat avec un astrophysicien et que vous lui disiez, mais enfin monsieur, c'est pas possible que nous soyons le seul système planétaire parmi ces milliards de galaxies. Je rappelle qu'une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent un cortège de planètes. Donc c'est incroyable. Il y a 2000 milliards de galaxies. Vous imaginez, c'est des chiffres qu'on peut même pas imaginer. La NASA, d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 5 ans, a estimé, écoutez bien le nombre plutôt, la NASA estimait à 60 milliards le nombre de planètes habitable dans notre seule galaxie. Et il y a 2000 milliards de galaxies. Mais tout ça, avant 1995, on ne le savait pas. Les astrophysiciens vous disaient, monsieur Bourret, vous êtes bien gentil, mais moi je suis astrophysicien. Je suis tous les soirs dans les plus grands observatoires du monde. On n'a jamais vu la moindre planète tourner autour d'une autre étoile. Jusqu'en 1995. Je ne vous parle pas du 16e ou du 17e siècle, je vous parle de la fin du 20e siècle. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ça a complètement bouleversé les choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une étoile, la première planète qu'on a découverte s'appelle 51 Pégasi B. Pourquoi 51? Parce qu'elle est à 51 années-lumière de notre système planétaire. Je rappelle qu'une année-lumière, c'est une fusée qui vole à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 kilomètres par seconde. On en est loin. Hein. Oui, parce qu'à cette vitesse, la masse d'une fusée deviendra infinie, enfin tout. Bon, et donc, ça représente des distances, ça représente des myriades de civilisations qu'on ne peut même pas imaginer. Mais Jean-Claude Bourret, justement, revenons à la NASA et après 95, comme vous dites. Quand la NASA dit planète habitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conditions de pression, de température, d'eau liquide qui correspondent à ce qui est sur la planète Terre. Mais c'est une excellente question que vous posez, parce que on fait de l'anthropocentrisme. Donc on s'est dit, s'il n'y a pas exactement les conditions de vie que nous avons, nous, sur la planète Terre, la vie ailleurs n'est pas possible. Mais peut-être qu'elle est possible, peut-être que par des températures... avec d'autres critères, etc. Bien sûr, de moins 30 degrés, on peut... ou une planète où on respirait que du CO2. Oui, mais alors, et je vais en parler évidemment avec Jean-Pierre Petit aussi, mais Jean-Claude Bourret, le problème c'est que, effectivement, et on peut tous se dire, d'ailleurs, avec les milliers de milliards d'étoiles et les galaxies et cet univers en expansion infinie, pourquoi il n'y aurait que nous, la Terre qui soit habitable et effectivement avec d'autres personnes. Sauf que, on en revient toujours à la même question, mais depuis 50 ans et plus, sauf que aucune preuve tangible, et c'est la science, c'est quand même la preuve, c'est quand même l'expérimentation et le renouvellement de l'expérimentation. Il n'y a jamais eu l'ombre du commencement d'une preuve. Alors, il y a eu Roswell. Non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord du tout. D'accord. Du tout. Vous savez, je rigole parce que j'ai 80 ans passés, donc je vois l'évolution de la vie et je vois beaucoup de gens qui sont passionnés par les ovnis, qui ont 30, 40, 50, 60 ans, bien sûr, qui disent on attend les révélations du Pentagone qui a un dossier secret sur les ovnis, on attend ça. Mais moi, j'ai relu mes premiers livres qui viennent d'être republiés d'ailleurs. Mes premiers livres qui datent de 74. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces livres? Il y avait une lettre Eyes Only, c'est-à-dire seulement les yeux, destinée au président des États-Unis en 1947. Et que disait cette lettre? Monsieur le Président, les ovnis sont quelque chose de réel. Ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète. 1947. Mais qui a écrit cette lettre? Le chef d'état-major de l'armée des États-Unis.
Et il y a la photocopie dans mes premiers bouquins. Et aujourd'hui, on dit « Ah, on attend les preuves. » Mais c'est quoi les preuves? Tu veux un extraterrestre dans ton lit le soir? Non, c'est ridicule. Il y a une inculture connaissant de Jean-Claude, je sais qu'on ne va pas s'accorder là-dessus. Mais c'est pas parce qu'un chef d'état-major a écrit une lettre dont vous avez la photocopie que ça veut dire que l'OVNI existe. C'est ça. Et je voudrais vraiment, parce que c'est important ça. Moi, je ne nie pas la chose. Vous savez, en fait, on est dans l'athée face aux croyants. Et vous disiez, croyants, Dieu existe. L'athée vous dit, Dieu n'existe pas. Donnez-moi la preuve que Dieu existe, dit l'athée. Et le croyant dit, mais attendez, je peux vous donner des tas de preuves. Et bon, on en a discuté. Non, mais vous avez la preuve scientifique, qui est la spécialité de Jean-Pierre Petit, et vous avez la preuve judiciaire. Est-ce que je peux... Alors, Jean-Pierre Petit, on vous écoute. Voilà, j'aimerais intervenir parce que dans un débat comme celui-là, il ne s'agit pas de se situer sur le domaine de la croyance, en disant j'y crois ou j'y crois pas. Il faut se poser la question, est-ce que les voyages interstellaires sont faisables, oui ou non? Alors, avec la physique telle qu'on la conçoit actuellement, avec cette limitation à 300 000 km par seconde, eh bien, il faut 40 ans aller, 40 ans en retour pour aller vers la plus proche étoile. Donc, il y a un scepticisme qui découle de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le modèle Janus? Ça change tout. C'est-à-dire que dans le modèle Janus, il y a deux distances possibles, il y a deux vitesses de lumière possibles. Et si un véhicule arrive à inverser sa masse, à ce moment-là, les distances sont divisées par 100 et la vitesse de lumière multipliée par 10. Donc on gagne un facteur 1000 sur le temps de voyage. Donc les voyages interstellaires sont bien impossibles. Je m'arrête là. Je pense que c'est la seule chose à dire. Dire, voilà, avec ce modèle qui quand même arrive à résoudre beaucoup de problèmes en astrophysique, pratiquement la majorité, eh bien à ce moment-là, les voyages interstellaires sont non impossibles. Alors est-ce que, parce que c'est une conclusion afférente à ce modèle, est-ce qu'on doit fermer la porte à ce travail? C'est aberrant. Ok. Je comprends. Oui, non, mais ça... Juste un mot, parce que ce que vient de dire Jean-Pierre Petit est essentiel. C'est-à-dire que dans notre livre, qui est fait à 99% évidemment par l'intelligence de Jean-Pierre Petit, il explique ce qu'est son modèle Janus, parce qu'il s'est rendu compte que la physique tournait en rond depuis 1970. Elle a inventé des tas de trucs, la théorie des cordes, la matière noire, tout ça qu'on n'arrive pas à observer. Le modèle Janus, imaginé par Jean-Pierre Petit, écoutez bien ce que je vous dis, il a 17 points d'observation qui le vérifient. Donc c'est pas un calcul mathématique ou physique ou d'astrophysique sur un coin de table. C'est quelque chose qui est fondamental et qui devrait inciter les astrophysiciens du monde entier à regarder ce modèle Janus de Jean-Pierre Petit pour se dire il y a une nouvelle voie pour l'astrophysique et c'est Jean-Pierre Petit qui l'a ouverte. Et alors moi je voudrais juste ajouter quelque chose pour vous montrer qu'on n'est pas du tout dans la fermeture ici, c'est que effectivement je crois aussi, au sens que la science, enfin les découvreurs, ce sont ceux qui sont toujours sortis des passages cloutés. On le sait, d'ailleurs Luc Montagnier, quand il a découvert le virus du sida avec d'autres, et beaucoup de gens, Raoult me disait encore, qui n'est pas un découvreur, mais qui disait, mais si on ne sort pas des schémas habituels, évidemment, on reste dans une certaine structure. Et c'est pour ça que on est heureux de recevoir Jean-Pierre Petit et vous-même, Jean-Claude. On va continuer à en discuter parce que c'est passionnant après cette petite pause. En tout cas, le schéma habituel de cette émission, c'est que vous prenez la parole au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et un livre qui nous met dans tous nos états, recherche scientifique, un naufrage mondial, Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourret. Et je voudrais signaler, Jean-Pierre Petit, je voudrais vous féliciter aussi pour le texte, bon, avec Jean-Claude Bourret, les entretiens, mais alors pour vos dessins. C'est un texte truffé de BD, de dessins et de portraits. Remarquable. Je savais que vous étiez un scientifique, je ne savais pas que vous étiez... Écoutez, Jean-Claude Bourret m'a dit que vous aviez fait la Bible en BD, malheureusement je ne savais pas, mais je vais me le procurer très vite. En tout cas, c'est un livre vraiment à regarder autant qu'à lire. Alors, on était en train de parler de, justement, du Janus, etc. Alors, moi, je voudrais, Jean-Claude Bourret, au fond... expliquer un peu cette espèce, le but du livre, parce que c'est pas un livre facile, je le dis, mais c'est un livre vraiment
très intéressant parce que ça explose des frontières, ça expose et ça explose aussi des frontières qui méritent de visiter. Écoutez, vous dites c'est pas un livre facile. Je me permets de vous contredire un peu parce que je l'ai relu hier soir. Oui. Vous savez, quand on travaille là-dessus pendant des mois et des mois, on ne sait plus quelle est la page 10 ni la page 17. Oui. C'est vrai qu'il y a des pages, mais très peu, où il y a des formules mathématiques. C'est pour montrer le sérieux des travaux de Jean-Pierre Petit et pour que les scientifiques qui ont le niveau maths sup ou maths spé minimum puissent vérifier la réalité de ce que dit et écrit Jean-Pierre Petit. Moi, je crois que Jean-Pierre Petit fait progresser l'astrophysique de façon considérable. Pourquoi ? Parce que il y a 50 ans, il s'est intéressé aux objets volants non identifiés via la MHD, la magnéto-hydrodynamique. Et j'aimerais, si vous le permettez, qu'il nous dise quand même un mot de ce qui s'est passé avec Poutine et les fusées, parce qu'on retrouve Jean-Pierre Petit. Oui, je sais. Alors, on va absolument, et j'allais vous poser la question tout à fait par rapport effectivement au sonique, hein, à l'hypersonique. Vous en parlez dans votre livre, Jean-Pierre Petit. Ça, c'est tout à fait passionnant. Il a raison, Jean-Claude Bourré, d'y revenir sur ce que vous aviez annoncé il y a 30 ans. C'est pour montrer le sérieux de Jean-Pierre Petit, parce que la MHT, la magnéto-hydrodynamique, je me souviens, il avait fait son expérience en direct sur TF1 avec les frères Bogdanov. Il avait montré comment, en générant un courant autour d'un solide, les particules ne tapaient plus le solide, donc ça expliquait qu'on voit des ovnis qui volaient à des milliers de kilomètres/heure dans l'atmosphère sans ondes supersoniques. Mais je voudrais et ça a été piqué par les soviétiques. Alors justement, on va le laisser expliquer cela, mais je voudrais d'abord que Jean-Pierre Petit, vous nous expliquiez la MHD. C'est quoi la MHD ? Je vais récemment déjà faire une petite remarque simplement. Oui. Vous voyez, Claude Bourrel m'a rappelé qu'un jour il avait rencontré le directeur général du CNRS il y a pas mal de temps en lui disant qu'est-ce que vous pensez de Jean-Pierre Petit. Il avait répondu c'est un fou. Hein. Maintenant, si on cherche dans nos dossiers CNRS, on trouve la réponse d'un expert à une question qu'on lui posait qui était la suivante. Ce type-là veut faire marcher des engins à vitesse supersonique sans onde de choc. Est-ce qu'il est malade ? Et la réponse était non, je pense qu'il a toute sa tête. Alors vous voyez, c'est extraordinaire quand on sort des clous, mais on passe carrément pour un fou. Oui. Alors, vous n'êtes pas le premier de ce point de vue-là, oui. Voilà. Alors, de quoi il s'agit avec la MHD, justement, Jean-Pierre Petit ? Il y a une chose, c'est que lorsque vous promenez dans un fluide, vous prenez les molécules qui viennent vous taper sur le bout du nez. Hein, et c'est une sorte de mécanisme des fluides passifs. Vous ne pouvez rien faire. C'est un peu comme si vous couriez dans la pluie, vous prenez les gouttes d'eau sur le nez. Quoi. Alors la MHD, c'est que si on arrive à ioniser ce gaz et qu'on agit dessus avec une décharge électrique et un champ magnétique, on arrive à agir sur ce fluide. Alors si on arrive à agir sur ce fluide, eh bien, on lui fait faire ce qu'on veut. Va à droite, va à gauche, passe par ici, passe par là. Bon, ça... moi, j'avais commencé à faire des expériences comme ça en 1965 avec une soufflerie supersonique qui crachait du gaz à 10 000 degrés. Donc, il y avait déjà des expériences absolument fantastiques. Donc, tout ça, lorsque j'ai, eu ces idées-là, eh bien, j'ai commencé par faire des sciences hydrauliques. C'est-à-dire que j'ai agi sur un fluide. Et à ce moment-là, on a fait disparaître la turbulence. C'est pas rien. C'est-à-dire un objet peut fonctionner sans faire de bruit. Puis après, il y a eu une expérience clé. On a fait disparaître une vague d'étrave devant un petit navire. Puis alors après, il y a eu une thèse de doctorat avec un garçon qui s'appelait Bertrand Lebrun, avec une bourse du CNRS. Et moi, je voulais réaliser l'expérience parce que je suis un expérimentateur au départ. Et je trouve qu'une science qui n'a pas d'expérience, c'est pas une science. Une science qui tourne le dos à l'observation, c'est pas une science non plus. Absolument. Donc j'avais rencontré Pierre Papon, qui était directeur général du CNRS. J'ai réussi à le convaincre. Hein. Alors, il avait mis là-dessus un homme charmant qui s'appelait Combarnous, qui est décédé en 2012, et on avait monté un contrat là-dessus. Donc le contrat, vous savez, toutes les expériences que j'ai faites, elles ont marché au premier essai. Ça, je suis très fier de pouvoir dire une chose comme ça. Et cette expérience-là, elle aurait fonctionné au premier essai. On aurait eu sans MHD onde de choc, avec MHD sans onde de choc. Ce sont les militaires qui ont mis le frein là-dessus. Vous comprenez ? C'est ça. Donc, j'ai été exclu du contrat et tout s'est cassé la figure. C'est extraordinaire. Et alors, ce que fait aujourd'hui Poutine en annonçant cet engin-là, c'est quoi exactement ? Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé, enfin créé à l'époque ?
complètement. En 1976, j'avais 20 ans d'avance sur les Russes. Rendez-vous compte d'une chose. Lorsque je faisais de la MHD, la tuile des cahiers des fluides, où j'avais à ce moment-là un appareil qui pesait je ne sais combien de tonnes, cette tueur supersonique, j'ai obtenu des résultats d'annihilation de la stabilité de Velikov, et Velikov, qui est devenu par la suite vice-président de l'Académie des sciences, qui était le Du numéro RSS, un. oui, du RSS d'époque, oui. Ce sont les Français qui sont en tête. Le prochain colloque scientifique aura lieu à Marseille. Il n'y a jamais eu de suite. Il y a eu un colloque et c'est tout. Vous vous rendez compte, les Russes sont venus à Marseille voir ce que je faisais dans les années 80. Ouais. Alors après, il se trouve que j'ai continué à faire des travaux de ce genre dans des gaz à raréfier. Alors les gaz à raréfier, ça permet de faire des expériences dans une chambre de bonne. Je me rappelle un homme qui s'appelle Christian Nazek, qui était responsable des mesures à Mururoa, et un jour il va à Novosibirsk en Sibérie, et qui est au centre de la MHD russe. Et à ce moment-là, il tombe sur un russe qui lui dit « Vous êtes français? Oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit? Oui. Jean-Pierre Petit, suppression de la stabilité de Velikov dans chambre de bonne. Je suis connu en Russie. » Et je peux vous dire une chose qui peut vous paraître complètement aberrante. Sans les découvertes que j'ai faites, les engins russes ne fonctionneraient pas. C'est tout. Voilà. Ah oui, il faudrait que Poutine le dise là. Ce serait pas mal. Non, ce qui est extraordinaire, Jean-Pierre peut-être, bien que ce soit confidentiel défense, nous le raconter, c'est que après la conférence de presse de Poutine, qui a dit « Mesdames, Messieurs, jouez pas au plus malin avec la Russie. Nous avons des vecteurs qui peuvent voler à 15 000 km/h en basse atmosphère sans banque supersonique. » Les Américains ont été tétanisés. Parce que les Américains ne l'ont pas, ça. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas encore. Ils travaillent là-dessus. Eh bien, il y a quelqu'un du ministère français de la Défense nationale qui est venu voir Jean-Pierre Petit. Raconte, Jean-Pierre. Oui, c'est pas mal. Donc, il est descendu chez moi et disons, tu disais, tu sais, c'est un énergumène, il va te cracher dessus. Non, pas du tout. On l'invitait à déjeuner. Il est arrivé à 11h du matin, il est parti à 18h. Il est resté 7 heures à la maison. Alors, on l'a très bien reçu. Il a eu un très bon déjeuner. Et tout de suite, il a mis les cartes sur la table en disant voilà, nous offrons 3 000 € pour un rapport de 20 pages sur la MHD. Et je n'ai pas dit non, vous voyez. Donc, je l'ai laissé parler pendant 7 heures. C'était extraordinaire. Et comme je n'avais pas dit non, il s'est dit, ça doit marcher. Donc il s'est mis à brosser un tableau dans lequel je viendrais à Paris avec un salaire d'ingénieur conseil pour expliquer à tous ces militaires comment faire. Puis alors, après, vers 18h, je lui ai dit, écoutez, je vais peut-être beaucoup vous décevoir, mais même si je voulais le faire, ça ne servira à rien. Et c'est vrai que ces gens-là, par exemple en France... Pourquoi ça ne servira à rien, Jean-Pierre Petit? Et parce que le saut est trop considérable. On a 30 ans de retard. C'est incapable. C'est tout. Imaginez par exemple qu'en France, nous ayons simplement des générateurs qui marchent avec du pétrole pour faire de l'électricité. On ignore tout du nucléaire. À ce moment-là, vous rencontrez un type qui parle de ça, vous lui dites on vous offre 3 000 € pour faire un petit rapport sur le nucléaire. Voilà. Et combien de temps on va mettre pour rattraper ça? La réponse, ce serait 1000 personnes pendant 20 ans. Avec un bon paquet de milliards. Et la MHD, c'est pareil. Il y a un nombre de problèmes technologiques que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, imaginez qu'on puisse recycler les petits Français, ça ne sert à rien. C'est tout. Moi, ça m'a fait rire. À la fois, c'est drôle, puis à la fois, c'est triste. Moi, je ne visais pas de faire des armes hypersoniques, mais enfin, on était en pointe sur le plan mondial. Et actuellement, en cosmologie, en France, on est en pointe au niveau international. On va rater ce train une deuxième fois. Écoutez, très intéressant, on va en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Augustin, je crois que c'est tout de suite. Vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, il nous reste une demi-heure. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je rappellerai, Jean-Pierre Petit et à Jean-Claude Bourret, que vous avez mis un exergue, Jean-Pierre Petit, à l'un de vos ouvrages qui s'appelait Le Topologicon. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais vous disiez en exergue, il est déconseillé de lire cet ouvrage le soir avant de s'endormir, après un repas trop riche ou quand on est sûr de rien, car ça ne ferait qu'aggraver les choses. Eh bien, je crois que pour ce livre, au contraire, c'est parce qu'on est sûr de rien qu'il faudrait le lire, parce que ça ne ferait que simplifier les choses, je crois. Et il faut toujours faire l'effort
vers la simplification, parce qu'il est compliqué, la simplification. Augustin, je crois qu'on a des auditeurs. Absolument, ça appelle beaucoup et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 et nous sommes avec Christophe qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour. On vous écoute. Écoutez, d'abord je voulais saluer ce magnifique casting qui est magnifique tout simplement. Je voulais donc saluer dans l'ordre Monsieur Bourret, Monsieur Petit et vous Monsieur Berkoff. Pour moi c'est super de vous voir tous ensemble pour discuter de ces sujets. Ma question sera double. La première porte sur disons, je vais faire court, hein, disons le mur dogmatique contre lequel s'est heurté Monsieur Petit dans ses recherches, qui explique le retard dont vous parliez précédemment et que la Russie a rattrapé. J'ai envie d'ajouter que la Russie n'a pas piqué la technologie MHD puisque Jean-Pierre Petit publiait ses recherches. C'est simplement la Russie qui a pris le relais. Je vais ajouter à ce sujet que par exemple en Russie, il y a une chaîne de télé qui tourne en permanence sur le sujet des ovnis. Il n'y a pas de dogme à ce sujet. Et voilà. Et cela amène à une certaine ouverture d'esprit contre laquelle, j'ai l'impression, lutte une certaine partie de la science française. Et c'est ma première question. Est-ce que ça expliquerait pas ceci, cela? Et par, pardon de m'emballer, mais par répercussion finalement de l'application dans le domaine militaire de ces découvertes qui auraient dû être pour le bien commun, quoi. Et cette perte de contrôle aussi par ailleurs. Alors Jean-Pierre Petit peut-être et Jean-Claude de suite, le mur dogmatique, dit Christophe, auquel vous êtes heurté. Vous savez, ce mur dogmatique, il est dans tous les domaines. Rappelez-vous, quand on doutait du fait que les plus lourds que l'air pouvaient voler, alors que les pigeons volaient, et qu'ils étaient plus lourds que l'air. On trouve ça partout. On peut vous citer des choses actuelles, par exemple, rien que dans les mathématiques actuellement. Il y a une partie des mathématiques qui s'appelle l'algèbre géométrique. Et avec Nathalie Deberg, qui est mathématicienne, avec qui je travaille, nous sommes extrêmement intéressés par cette voie-là. Bon, c'est quelque chose qui est basé au départ sur des découvertes de Clifford au 19e siècle, qui a été repris dans les années 70 par un Américain, mais dans son livre, il raconte qu'il a passé 20 ans dans un désert. Quand on amène des nouvelles, ça ne passe pas. Ça, dans tous les domaines, que ce soit les domaines expérimentaux, que ce soit les domaines observationnels. Regardez l'époque où les gens disaient on ne peut pas croire que les météorites tombent du ciel, parce que les pierres ne peuvent pas tomber du ciel. Il y a toujours une raison logique qui fait qu'on se bloque. Donc, à la limite, une idée neuve qui passe tout de suite, c'est presque anormal. Hein, je crois que c'est là la réponse. Mais Jean-Claude, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Je crois que nous sommes face au fonctionnement de l'humanité. L'humanité ne comprend pas quel est son destin. Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je fais sur la planète Terre? Quel est le sens de ma vie? Alors, vous avez évidemment les religions qui donnent un prêt-à-penser, et on voit à quel point c'est difficile de faire cohabiter ces religions et de faire cohabiter ces religions avec l'humain. Et puis vous avez ceux comme Jean-Pierre Petit qui ont la liberté que nous a donnée l'intelligence qui nous a créés, que je n'appellerai pas Dieu parce que je n'ai pas d'estampille sous les yeux, mais nous sommes sur la planète Terre avec un cerveau. Chacun d'entre nous a une puissance considérable qui est située entre ses deux oreilles. Ça s'appelle le cerveau. Mais malheureusement, on ne l'utilise que à 1 ou 2%. Alors Jean-Pierre Petit, je voudrais ajouter, que pensez-vous, c'était la seconde partie de la question de Christophe, de l'usage militaire qui en est fait? Parce que on a eu toujours ça, vous savez, c'était les Oppenheimer, c'était Einstein, etc., la bombe atomique. Est-ce qu'on peut éviter cela et ne pas oublier qu'Internet est né parce qu'il voulait se protéger justement des bombardements atomiques ou d'une guerre atomique? Et c'est un dilemme, vous en pensez quoi vous-même? Vous savez, il n'y a pas de découverte scientifique, même sur le plan théorique, qui n'ait pas d'application militaire. Ça n'existe pas. Par exemple, actuellement, vous voyez ce modèle cosmologique. Ce modèle cosmologique, il prône qu'il doit exister une masse négative. Alors s'il existe une masse négative, peut-être qu'on pourrait transformer une masse positive en masse négative. Et comme ça, on pourrait effectuer des voyages. Mais si on se met à manipuler la masse, justement, avec des phénomènes quantiques, on va peut-être pouvoir inverser la charge électrique. Et si on inverse la charge électrique, on transforme 1 kilo de matière en antimatière. Et une bombe en antimatière, c'est incroyablement plus puissant qu'une bombe à fusion. Alors, oui, déjà, quand on est arrivé à la bombe
bombe atomique. Quand on est arrivé au stock de bombes à hydrogène actuellement, on est dans l'aberration la plus totale. Maintenant, avec ces bombes, avec une seule bombe, on détruit toute vie sur Terre. Une seule. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de physique sans application militaire. Ben, il faut réfléchir. C'est un problème de société. C'est pas le scientifique qui répond. Bien sûr. Moi, je pense que j'aurais refusé de travailler sur une application militaire. Vous savez, j'ai travaillé avec le mathématicien André Lichner-Horvitz. J'ai surtout été très lié avec Alexandre Grothendieck, dont vous connaissez le nom. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un homme qui disait, moi je préférais être fusillé que de porter un uniforme. Pour lui, cette symbiose entre la science et l'armée, c'était complètement inenvisageable. Moi, je suis aussi dans cette mouvance. Mais je vois des choses, par exemple, c'est qu'en 2008, j'ai un ami anglais qui est mort maintenant, qui s'appelle Malcolm Hines, qui a fait un article en montrant qu'avec des expériences de MHD réalisées en Arizona, par Jonas, on pouvait arriver à plusieurs milliards de degrés. Avec plusieurs milliards de degrés, on fait la fusion bore-hydrogène, qui donne de l'hélium, une fusion sans neutrons. Alors évidemment, moi j'ai pris ça fait et cause. Avec Christian Navet, nous avons fait un peu le tour de la France pour essayer d'inciter la France à développer ça. Oui, la Vous fusion. savez, comme réponse, les militaires nous ont dit, faites-nous des bombes d'abord. OK? Voilà. Bonne conclusion. Christophe, vous aviez une seconde très rapidement, vous aviez une seconde question ou... Vous m'entendez? Je peux peut-être faire le pont avec la question humide en me disant, par exemple, ce dogme en France, n'est-ce pas parce que Jean-Pierre Petit a communiqué très tôt dans sa carrière sur cette question et il s'est fait ostratiser par rapport à ça. Et par ailleurs, pour finir sur une note positive, on peut se poser aussi la question que si les humides sont à l'origine de la transmission de cette technologie MHD, peut-être qu'ils seront assez gentils pour neutraliser les velléités de Poutine. Ça, on verra, ça c'est qui vivra. Voilà. Alors écoutez, on va reparler des humides, merci Christophe, mais on va prendre... Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à vous tous. Je suis ravi d'intervenir parce que moi j'ai grandi avec le Club Dorothée et justement les frères Bogdanov et Monsieur Bourré, donc moi je suis passionné de ces sujets depuis longtemps. Je voulais juste intervenir et je vous remercie de me laisser le faire. En fait, l'exploration de la vie a énormément évolué au cours des années, notamment avec l'exploration sous-marine, puisque les dogmes au départ c'était qu'en gros il ne pouvait pas y avoir de vie à 6000 mètres sans lumière, etc. Les explorations sous-marines ont permis de chercher d'autres critères qui permettent de trouver de la vie ailleurs, puisqu'on a découvert qu'il y avait de la vie effectivement sans lumière ou des bactéries qui vivent dans des bains d'acide pas possibles. Après, tout dépend ce qu'on met sous le terme vie, mais en tout cas, ça a fait énormément évoluer cette recherche à ce niveau-là. Moi, j'ai simplement, je suis pas croyant, c'est pas le problème. C'est que si on prend juste un principe mathématique, comme l'a exposé Monsieur Bourré tout à l'heure, si on prend une infime possibilité d'avoir de la vie, mathématiquement, c'est impossible qu'on soit les seuls. Enfin, pour moi, c'est en tout cas ce que je pense, parce que effectivement, les probabilités sont ce qu'elles sont, mais au vu des milliards de galaxies, de planètes, etc., ce serait quand même assez prétentieux de penser qu'on est tout seul. Après, imaginez qu'une civilisation ait pu naître ailleurs et qu'elle ait juste 1000 ans d'avance sur notre évolution industrielle. Il faut savoir qu'en 300 ans, on est passé de la calèche à l'exploration spatiale. Imaginez à quel niveau elle en serait aujourd'hui. Donc, ça paraît pas délirant de penser qu'effectivement, il puisse y avoir des gens qui ont autre chose, qui ont évolué bien plus tôt que nous et du coup sur d'autres... c'est une question. Voilà, c'est la grande question. Mais ne serait-ce que 1000 ans, ce qui est rien au niveau de l'histoire, ne serait-ce que 1000 ans d'avance sur une révolution industrielle telle que la nôtre, ça donnerait des choses complètement dingues. Je finis, donc il y a énormément de pilotes de chasse, des témoignages que je suis, de pilotes de chasse, de pilotes d'aviation, qui effectivement, quand ils sont à la retraite, parce qu'ils ont interdiction totale de parler de ce genre de choses, ont des témoignages qui sont assez troublants. Et j'aimerais savoir, justement, je voudrais poser la question à vos deux invités, parce que ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé à Tesla. Au niveau de ses recherches, de ses découvertes, faut savoir qu'on lui a brûlé 3 fois son laboratoire, il a fini dans la misère, mais que tous ces dossiers ont été récupérés par la CIA, donc c'est assez intéressant de savoir qu'on nous a quand même bloqué toute une partie de ces découvertes, mais qui ont été exploitées en revanche pour d'autres... D'accord. Je finis juste sur une citation... Oui, faites vite, parce que nous avons beaucoup de monde, Emmanuel, on peut pas... Oui, j'essaye de faire vite à chaque fois, et je reprendrai une citation de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », on est un petit peu à la croisée des chemins. Je vous remercie beaucoup.
beaucoup et bon courage à tous. C'est moi. Oui, Jean-Pierre Petit. Alors, reparlons de cela parce que vous avez, je ne rappellerai pas vos livres sur les humides que beaucoup de gens connaissent, mais ils pourraient s'y référer, etc. Au fond, on revient là. C'est une question de probabilité, vous diriez. Et qu'est-ce qui vous fait dire? Parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel on vous a beaucoup interrogé, on a beaucoup polémiqué avec vous, on vous a beaucoup contesté. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, et c'est vraiment intéressant, qu'ils ont, je sais pas si ils ont 1000 ans d'avance sur nous ou pas, comme dit Emmanuel, mais qu'est-ce qui fait que ce seraient des créatures beaucoup plus avancées que nous, à votre avis? Écoutez, déjà, il y a une différence énorme. Imaginez que tout d'un coup, la Terre, voisine de la planète Mars, s'aperçoive que les Martiens, finalement, ce sont des gens qui sont un peu comme des singes améliorés, quoi, un peu des préhominiens. Mais qu'est-ce qu'on ferait? Mais on ferait la conquête de la planète Mars, on s'approprierait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire. Oui. Et on transforme immédiatement ces projets en esclaves, sous le prétexte d'ailleurs de leur apporter une culture, etc. Maintenant, imaginez au contraire des gens qui sont plus avancés que les terriens. Ils arrivent en disant on va contacter les terriens. Ils regardent ce qui se passe en ce moment. Vous êtes payé pour le savoir. Regardez ce qui se passe actuellement. Nous sommes en train de friser une guerre mondiale nucléaire. Nous avons le lobby militaro-intellectuel qui réfléchit puissamment sur ces questions. Est-ce qu'on est d'un côté, est-ce qu'on est de l'autre? Mais l'extraterrestre qui arrive, il se prend la tête, il dit on ne va pas contacter ces couillons, c'est pas possible. Moi j'avoue que toutes ces questions-là me ramènent à chaque fois à la question de ce qui se passe sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Vous vous rendez compte? À quoi sert notre technologie? À quoi sert notre science? Et c'est à se prendre, je dirais, j'ai une expression, c'est à se poignarder le cul avec des saucisses. Voilà. Ah, c'est assez joli, je la retiendrai. Très joli, Jean-Pierre. Alors, avant de se poignarder le cul avec des saucisses, en fait, effectivement, c'est toute la question de la terre et de la guerre et tout ça, et on le sait. Mais toute l'hypothèse, et c'est une hypothèse d'ailleurs très intéressante, enfin, je veux dire, est-ce que ces gens-là, s'ils existent, quels que soient les gens, on les appelle les gens, c'est un guillemet, est-ce qu'ils sont plus avancés, moins avancés? Et c'est vrai qu'il y a des tas de témoignages, mais juste une chose, Jean-Pierre Petit, et ensuite Jean-Claude Bourré, puisque Jean-Claude Bourré a aussi beaucoup écrit là-dessus. Est-ce que pour vous, le fait, disons, à supposer que quelque chose existe ou des gens, etc. existent, pour vous, c'est rassurant ou c'est inquiétant? Jean-Pierre Petit. Je dirais que ce n'est pas inquiétant au sens où, pour le moment, nous ne sommes pas esclavagés. Ce serait quand même la réaction immédiate. Regardez, par exemple, si ces gens-là voulaient s'approprier tout ce qui se trouve sur Terre, mais avec leur avance, une arme bactériologique permettrait de détruire les humains en 2 mois. Dans 2 personnes. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, oui. Posons-nous ces questions. Moi, je ne vois pas des visiteurs comme des sauveurs vis-à-vis de qui on va créer une véritable religion. Ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Vous savez, depuis 50 ans que je m'intéresse à cette question, c'est un miroir. Pour moi, à chaque fois que je me pose la question, je me dis, comment faisons-nous, comme disait Jean-Claude, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous sur Terre? À quoi sert l'homme? Quel est le but? Etc. En fait, c'est votre miroir métaphysique. Comme d'autres ont d'autres miroirs. Non mais c'est intéressant. C'est ça le problème. Parce que vous savez que la guerre bactériologique, comme vous disiez, nucléaire, en fait, on n'a pas besoin ni des humides ni de personne pour la faire. Malheureusement, on a bien vu qu'il y a des laboratoires biologiques qui travaillent aux armes biologiques partout en ce moment, que ce soit en Chine ou en Ukraine, et c'est pas très réjouissant, ni très rassurant. Jean-Claude. Monsieur Bercoff, je vais vous donner une anecdote de ce côté-là. J'étais en contact avec un monsieur qui s'appelle Gilbert Payan dans le temps, qui est mort depuis. Bon. Eh bien, moi, je m'étais intéressé à un moment avec la possibilité de pouvoir éventuellement atteindre l'ARN du sida à l'intérieur des cellules avec des micro-ondes pulsées. Ouais. Et à ce moment-là, il m'a dit, il y a des gens qui s'intéressent à ça, à l'armée, parce qu'il était très lié à l'armée. Il m'a passé un texte d'un article qui s'appelait « Évocation des cancers ». Ça, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, des militaires français réfléchissaient aux armes cancérigènes. Alors, vous avez les armes bactériologiques, mais les armes cancérigènes, c'est extraordinaire, parce que vous pouvez rendre quelqu'un malade, il va mourir dans 3 ans, 4 ans, sans laisser de traces. Et actuellement, vous avez les armes météorologiques, vous avez les armes sismiques, dans lesquelles on fait porter le chapeau par la nature. N'est-ce pas extraordinaire, un truc pareil? Et les armes météorologiques, c'est pareil. Si tout d'un coup, il y a une arme météorologique qui crée des dégâts considérables, on dira, c'est la nature qui l'a faite, c'est tout. Oui, très terrible, très préoccupant tout ça. On se retrouve juste après une petite pause. Et ça passionne nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. À tout de suite. Radio.
radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite Stéphane qui nous appelle de Guingamp. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Écoutez, je suis super content de vous entendre. Ça me fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je vous appelle. Bon, effectivement, je vous appelle surtout parce qu'il y a monsieur Jean-Claude Bourret. Pardon, excusez-moi. Non, je déconne. C'était vraiment pas déconner. Non. J'espère que pour déconner, il est bien, de Jean-Claude Bourret. Hein. Il est top. Non, je déconne, voilà. Non, je vous appelle vraiment pour une question, la question suivante. Vous voyez, on est dans un monde de menteurs aujourd'hui. Vous voyez, c'est le mensonge est de mise. Et pour faire la différence aujourd'hui entre la doxa et le conspirationnisme, c'est extrêmement compliqué. Et je voudrais vraiment poser cette question à monsieur Bourret. Comment on peut faire pour croire aux extraterrestres avec cette doxa? On regarde le ciel. On regarde le ciel, mais bon, voilà, on voit beaucoup de, je dirais, de fake news dans le ciel. Il n'y a pas de fake news, il y a une observation tout à fait objective. Vous savez, je me souviens d'un débat que j'ai fait à Lille devant 2000 personnes. J'étais face, moi j'étais rédacteur en chef de TF1, je devais avoir... et de la 5 aussi, je crois. Après. Je devais avoir 33, 34 ans, et il me disait, monsieur Bourret, vous êtes sans doute un journaliste compétent, mais moi je suis astrophysicien professionnel depuis près de 40 ans, monsieur. Vous savez d'où je viens, monsieur Bourret? Non. Je viens de tel observatoire avec un miroir de 5 mètres et on n'a jamais vu, monsieur Bourret, la moindre planète tourner autour d'une autre étoile. C'était en 1981 ou 82, un truc comme ça. Eh bien, ce monsieur est mort depuis, paix à son âme, mais s'il revenait dans le monde des vivants, on lui dirait effectivement, on n'a pas vu une planète tourner autour d'une autre étoile, on en a vu des milliers de millions de milliards de planètes tourner autour d'autres étoiles. Dans 2000, si je peux finir ma phrase, dans 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards de galaxies. Une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent toutes plusieurs planètes. Comment imaginer que nous sommes seuls dans cet univers? Et Jean-Pierre Petit, avec son modèle cosmologique qui s'appuie sur 17 observations visuelles qui le confirment, alors que le modèle mainstream, le modèle qui est admis par tout le monde, ne reçoit aucune confirmation observationnelle, eh bien son modèle permet de comprendre comment une civilisation extraterrestre peut nous rendre visite, puisque c'est un facteur 1000 en passant par l'univers de masse négative qu'il explique très bien dans notre dernier livre, Recherche scientifique. Un naufrage mondial, c'est bien. C'est bien, Jean-Claude assure et il l'assurera toujours. Non, mais si vous voulez, en fait, vous avez bien compris, c'est une question qui se pose et on a raison, nous on la pose aussi, on se la pose aussi. Et voilà, après, ce sont des thèses et des hypothèses. Et je crois, vous savez, la doxa, c'est très bien la doxa. Après, à un moment donné, alors on peut espérer, mais peut-être pas demain ou après-demain, il y aura quelque chose qui va effectivement acter ceci ou pas. Vous savez, les choses arrivent quand elles arrivent. Et encore une fois, je ne veux pas faire des comparaisons obscènes, ou en tout cas malvenues. Mais rappelons-nous quand même que quand Galilée a osé dire que la Terre tournait, on lui a dit, écoute, tu as intérêt à la fermer, parce que sinon, il va se passer des choses pour toi désagréables. Et il a dit, et pour si mauvais. Et pourtant, elle tourne. Alors, je ne veux pas comparer Jean-Pierre Petit à Galilée, loin de moi cette idée ou cette thèse, mais quand même, disons, laissons ouverte la chose. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dise non, attendez, vous êtes tous des imbéciles, vous dites n'importe quoi, vous faites du charlatanisme, et on a entendu le mot charlatan auprès de certains médecins, que les médecins de plateau aient traité d'autres charlatans, on l'a entendu ça. Donc voilà, je crois qu'il faut rester ouvert, et puis il n'y a pas besoin de dire j'y crois ou j'y crois pas, c'est pas le problème. On observe, on verra bien. Merci Stéphane, en tout cas cette émission est un ovni en tant que tel, puisque je n'avais jamais entendu André parler italien. Bon, écoute, c'est fait. Et nous sommes avec très bien. Sonia qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Sonia. Oui, bonjour André, merci de me laisser la parole. Il nous reste 2 minutes. Bonjour Jean-Claude Bourret et monsieur Bonjour. Petit aussi, bonjour. Je suis très honorée de parler avec vous.
et je vous admire beaucoup. J'ai lu de nombreux livres, notamment de témoins, de soucoupes volantes. Moi-même, j'en ai vu une à Gagny. Je ne sais plus si c'était en 1980 ou enfin dans ces eaux-là. Oui. Avec mes 2 enfants, nous avons vu par la fenêtre de la chambre à coucher. Et c'était à quelques mètres de nous et ça ne bougeait pas. C'était silencieux. Après, ça dansait un peu. Après, c'est parti à une vitesse fulgurante. Et on ressentait quelque chose en observant cela. On ressentait quelque chose d'anormal. Pas qui faisait peur, mais d'anormal. Vous voyez, j'en suis encore bouleversée. Alors que je ne comprends pas lorsque les gens ont ce petit sourire narquois. Ils n'ont qu'à lire. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu un livre de Jimmy Dieu. Vous devez sûrement connaître Jimmy Dieu. J'ai lu des livres de lui. J'ai lu des tas de livres de témoins visuels. Et donc, je ne sais pas pourquoi ils ont ce... Donc, Sonia, vous avez conscience de ça. Je voudrais que Jean-Pierre Petit réponde à Sonia par rapport à ça. Soucoupe volante ou autre, est-ce qu'il y a des vecteurs, en fait, ou c'est pas le problème, Jean-Pierre Petit? Quelle est la question? La question, est-ce que, par exemple, Sonia a parlé d'une soucoupe volante. Est-ce qu'il y a est-ce que soucoupe volante, pour vous, est-ce qu'il y a des vecteurs différents de la présence ou de la visite de tel ou des humides, par exemple, où il n'y a pas d'instrument précis qu'on pourrait définir? Mais vous savez, il y a l'aspect testimonial, les témoignages, les observations, là il y en a des millions. Et puis il y a l'aspect scientifique fondamental, est-ce que c'est faisable? Et c'est ça la question sur laquelle on doit recentrer le débat. Moi si un jour j'étais admis pour parler à l'Académie des sciences, je ne viendrais pas leur faire un prêche en leur expliquant qu'il faut à ce moment-là croire à ceci, croire à cela. Je leur montrerai des mathématiques en disant écoutez ça fonctionne. Imaginez que des gens habitent sur une île en plein milieu du Pacifique, ils n'ont jamais vu personne. Et tout d'un coup il y en a qui disent j'ai vu passer des avions. Ah, les avions, les autres diront, mais non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Puis un jour, un type fait un modèle réduit, il essaie de le faire planer, il dit, regardez, ça peut voler, c'est ça qu'on fait. On est en train d'essayer d'étudier la faisabilité des choses. C'est ça la réponse à donner. C'est pas de savoir si ces gens ont 3 orteils ou 6, ça on s'en fout. Tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, la question est ouverte. Merci d'y avoir répondu. Merci à Jean-Claude Bourret, merci à Jean-Pierre Petit, et nous allons continuer à parler de cela. Et merci à nos auditeurs qui nous ont appelés. Et votre livre Recherche scientifique, un naufrage mondial aux éditions Guy Trédaniel. Et puis dans un instant, comme tous les jours, Brigitte...